Pour moi, il y a deux façons effectivement de contrôler la donnée. Il y a une façon qui est de dire on met en place un service central qui voit tout passer, qui contrôle tout. Heureusement ou malheureusement, je ne sais pas, ce système-là ne peut pas fonctionner dans le temps. Ça, c'est impossible. De par la qualité d'information que les entreprises et les systèmes d'information ont à gérer, ce système de contrôle centralisé de l'information ne peut pas fonctionner. Donc, on est obligé effectivement d'imaginer autre chose. Et une des autres façons effectivement de contrôler l'information, c'est de donner le contrôle de l'information aux personnes qui en sont garantes, à savoir les utilisateurs finaux. Alors effectivement, c'est un changement de paradigme, parce qu'aujourd'hui, on a quand même bâti des systèmes dans lesquels on avait une information qui était contrôlée en centrale. Et c'était des systèmes qui fonctionnaient très bien. Alors c'est aussi une des difficultés, enfin, un des challenges de l'architecte d'entreprise, c'est que l'architecte d'entreprise est là pour donner des évolutions du système d'information, des nouvelles briques, qui de fait n'ont pas été mises en place. Donc il peut y avoir un côté censeur ou un côté professeur qui peut être assez mal perçu. C'est que quand on vient voir quelqu'un en lui disant « mais votre système d'information, il est entre guillemets pas robuste dans le temps, il est mal fait », ça peut être perçu comme effectivement une critique. Et la personne peut vous dire « mais attendez, mais moi quand je l'ai bâti il y a 5-10 ans, ce système-là, il était très bien ». Et c'est le cas. C'était certainement le cas. L'architecte, il n'est pas là pour dire « non, vous avez mal fait votre travail ». Il est là pour dire « attention, ce qui avait été fait dans le passé et qui fonctionnait certainement très bien dans le passé, ça ne fonctionnera pas forcément dans le futur ». C'est une des difficultés effectivement du métier, c'est que l'architecte d'entreprise, quand il bâtit ses briques du système d'information, à un moment, il va toucher, on ne va pas dire à l'organisation du métier, mais à la façon dont le métier est implémenté dans les systèmes d'information. Ce qui effectivement nous amène à avoir des discussions avec les responsables métiers qui peuvent se sentir un peu dépossédés de leur matière première. Alors j'illustre ça très souvent en prenant un exemple qui est de dire l'architecte d'une centrale nucléaire, je ne sais pas très bien comment il fait son travail, je ne suis pas spécialiste dans le domaine, ce dont je suis convaincu, c'est que ce n'est pas un ingénieur nucléaire. Il ne connaît pas le métier de l'ingénierie nucléaire. Il a très certainement de vagues notions, mais ce n'est pas ça son métier. Son métier, c'est effectivement de garantir que le bâtiment qu'il va construire, la centrale nucléaire, répond bien aux besoins du métier. Et, à contrario, à mon avis, ce serait une très mauvaise chose que de faire bâtir la centrale nucléaire par l'ingénieur nucléaire. Très souvent, quand je vais voir des élèves dans les écoles, quand je leur parle d'architecture d'entreprise, c'est la première fois qu'ils entendent ce métier-là. Chef de projet, ils savent ce que c'est globalement. Responsable d'assurance qualité, ils savent. DBA, ils savent ce que c'est. Architecture d'entreprise, ben non, ils ne savent pas trop. Et c'est d'autant plus difficile qu'aujourd'hui, on n'a pas une vraie définition du poste qui soit partagée par tout le monde, tout simplement parce qu'on n'a pas de filière qui prépare en fait l'architecture d'entreprise d'une manière générale. Donc il y a une structuration du métier de l'architecture d'entreprise qui est en train de se faire. Alors au sein de BNP Paribas, on est par exemple en train de mettre en place un cadre de référence de l'architecture d'entreprise via un langage en fait, enfin un langage mais qui est plus qu'un langage, via un cadre de référence donc, qui s'appelle Eagle, comme Enterprise Architect Global Language, et qui permet de structurer la façon de faire de l'architecture d'entreprise chez BNP Paribas. Donc on a cette structuration qui est en train d'être faite. On a une structuration du métier qui se fait par la partie RH avec une spécialisation du métier. Il fut un temps où l'architecte, c'était un chef de projet confirmé. On était chef de projet confirmé, puis comme on avait une bonne vision, on devenait architecte. Maintenant, on est en train de se dire, en fait, les qualités qui sont nécessaires pour faire le métier d'architecte, on peut peut-être les trouver avec d'autres compétences que ça. Donc on a une vraie spécialisation, une vraie expertise du métier qui peut se faire. Alors, il y a la communication interne. Aujourd'hui, on n'a pas une vraie communication industrialisée. Tout simplement parce que même si chez BNP Paribas, on a un langage d'architecture qui est structuré, le bon message qui va passer, ça va être celui que l'interlocuteur va comprendre. Et donc, pour que l'interlocuteur le comprenne, il va falloir parler son langage. Et aujourd'hui, comme on l'a vu, on a des interlocuteurs qui sont très très divers, parce qu'on va avoir des métiers différents, à la fois en termes de métiers bancaires,
dans le cadre de la banque, mais aussi en termes de portée du métier, puisqu'on va à la fois parler aux DSI, mais on va aussi parler aux développeurs. Forcément, il va falloir adapter son langage. On ne va pas parler de la même façon à ces types de personnes. Donc, on n'a pas une vraie communication institutionnalisée ou rationalisée. Donc, on doit s'adapter systématiquement en termes de communication. Et ensuite, il y a la communication externe, sur laquelle on peut aussi dire quelques mots. C'est qu'on essaye de créer des partenariats avec des écoles pour aller expliquer ce qu'on fait en termes d'architecture d'entreprise, les particularités qu'il y a chez BNP Paribas et en quoi l'architecture d'entreprise chez BNP Paribas est intéressante, plus qu'ailleurs.